Aujourd'hui, je vais vous parler de l'entreprise familiale. Et sans plus attendre, si tout va bien, on devrait se retrouver ici. Alors, vous le savez, depuis quelques épisodes, on a commencé des séries. On a une série sur notamment les modèles mentaux. On a donc une série qu'on débute sur l'entreprise familiale et on va la débuter par une séquence finalement qui sera notre fil rouge, c'est-à-dire une séquence temporelle. Finalement, une entreprise familiale, ça a une origine et puis il y a la question de la première transmission qui va se poser à un moment. Et donc aujourd'hui, nous allons nous attacher à cet espace. Et vous allez voir qu'il se passe des choses passionnantes entre le moment où une entreprise démarre et où elle se pose la question de sa première transmission. Alors d'abord, je vous emmène avec moi sur un endroit que j'aime beaucoup. Donc vous avez là un trombone à l'écran, et je décris pour les gens qui nous écoutent en podcast. Et puis, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez à côté du trombone? Alors pour ça, il faut rallumer vos micros, et vous pouvez le faire. Alors, je suppose que ce sont des graines de blé? Ce sont des graines. Ce sont des De graines. Des graines. café? Non. Hein. Ce sont des graines de blé, de café. Mhm. Finalement, ce sont des graines. Restons-en là, et je vous en reparle un peu plus tard. Pourquoi cette allégorie de la graine? Eh bien, vous allez voir que tout d'abord, il n'y a que trois façons de devenir propriétaire d'une entreprise. Soit on la crée, bien sûr, soit on l'acquiert, soit on en hérite. Et si vous êtes propriétaire d'une entreprise, à ma connaissance, il n'y a pas d'autre façon que ces trois méthodes pour être à la tête d'une entreprise en tant que propriétaire, bien sûr, hein, pas que dirigeant, en tant que propriétaire. Et bien sûr, la plupart des entrepreneurs créent leur entreprise. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? On va le voir. C'est que il y a une littérature abondante sur le sujet de la création d'entreprise. D'accord? Quelques créateurs, eux, font l'acquisition d'une entreprise en partant de zéro. C'est assez rare, mais ça arrive. On parle de primo-acquisition, un petit peu comme dans le marché immobilier. Et puis, de nombreux entrepreneurs acquièrent des entreprises une fois qu'ils en ont déjà une. Ils peuvent même en acquérir plusieurs. C'est ce qu'on appelle la croissance externe. Mais c'est important de poser ce principe ici, parce que vous allez voir que dans la question de l'entreprise familiale sur les origines, un des sujets, c'est que ça arrive tellement peu souvent qu'il n'y a pas de littérature, il n'y a pas beaucoup d'éléments de recherche ou de partage d'informations sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Ce qui est très différent, bien sûr, par rapport à la création d'entreprise. Donc vous avez créé ou vous avez acquis votre première entreprise, puisqu'il faut bien démarrer quelque part, les années passent, et parfois votre entreprise survit. Bien sûr, toutes les entreprises ne survivent pas, mais bon, les entrepreneurs finalement peuvent se relancer une autre fois, et puis une autre fois, mais on va dire que de temps en temps, assez souvent quand même, l'entreprise grandit et survit. Et il est possible à ce moment-là pour l'entrepreneur de prendre du recul pour observer son propre rôle. C'est quelque chose que nous voyons souvent lorsque nous parlons à des entrepreneurs. Ils sont soit dans la phase où ils oublient de se regarder parce qu'ils sont dans l'action, notamment lorsqu'il y a des éléments chaotiques, lorsqu'il y a de la survie qui est en jeu, ou lorsque l'entreprise finalement n'est pas encore établie, lorsqu'elle est petite et lorsqu'elle n'a pas encore trouvé sa niche écologique. Mais il arrive aussi un moment où finalement l'entrepreneur peut prendre du recul et se regarder. Et dans ce cas-là, évidemment, on s'aperçoit qu'un entrepreneur, et il s'aperçoit aussi, lui ou elle, que c'est d'abord un homme ou une femme, avec un cycle de vie. Allez, le cycle de vie de l'entrepreneur, de 20 à 90 ans, parfois plus, parfois moins. C'est-à-dire qu'on peut commencer avant, on peut finir après cet espace de temps, mais ce que nous avons observé depuis un quart de siècle, c'est que globalement, l'essentiel des entrepreneurs se situe entre l'âge de 20 ans et l'âge de 90 ans.
Mais c'est intéressant parce que être une personne, avant d'être un rôle, ça veut dire que tout ce qui va vous arriver à vous, mais comme à votre voisin postier, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Et on va voir notamment que c'est aussi un entrepreneur, quelqu'un qui détient le capital et les droits de vote de son entreprise, donc il y a quelque chose de l'ordre du spécifique. Là, pour le coup, votre voisin, il n'est pas propriétaire de sa charge de facteur, et je salue mes amis facteurs en passant. Et un chef d'entreprise, bien sûr, qui exerce seul ou à plusieurs la direction de la société. Et là où je veux vous emmener maintenant, c'est qu'une fois qu'on a établi qu'il y a à la fois ce triple rôle, finalement, d'être une personne, de se retrouver propriétaire de quelque chose, et ensuite d'être finalement l'âme, le dirigeant de ce quelque chose, je vous emmène à cette notion de vie personnelle de l'entrepreneur. Parce que fréquemment, figurez-vous, que l'entrepreneur va fonder une famille. Et oui, il va trouver un conjoint suffisamment fou ou inconscient pour ne pas se rendre compte que être le conjoint d'un entrepreneur, qu'on soit un homme ou une femme, c'est particulièrement compliqué. Donc il fonde une famille et parfois la famille s'agrandit avec l'arrivée d'enfants. Et vous savez ce qui se passe à ce moment-là, ça c'est extraordinaire, une vraie statistique. Les enfants grandissent, oui, généralement, en une vingtaine d'années à peu près, jusqu'à envisager de choisir une activité professionnelle. Donc vous voyez un petit peu le tableau que je vous dresse. L'entrepreneur que vous êtes, il n'a pas forcément pensé à tout cela. Il n'a pas pensé à créer une entreprise, il n'a pas pensé à la développer, il n'a pas pensé à fonder une famille. Il se retrouve simplement, à un moment, avec des enfants et une entreprise. Dans le même temps, pendant tout ce processus où les enfants grandissent, l'entrepreneur acquiert de l'expérience. Et lorsque vous croisez un entrepreneur qui a une vingtaine d'années d'expérience, vous savez qu'il a rencontré un certain nombre de cas de figure. Lorsqu'il a 40 ans d'expérience, il en a probablement vu un peu plus. Lorsqu'il a 60 ans d'expérience, il en a vu beaucoup plus. Donc, il y a une sorte de chemin de vie pour l'entrepreneur dans son activité, comme finalement pour les enfants qui grandissent. Alors, il faut bien reconnaître que parfois, même avec les années, on se retrouve avec une entreprise qui est dans une forme de chaos. C'est vrai de certains métiers, c'est vrai parce que les circonstances momentanées peuvent amener du chaos sur une entreprise qui était plutôt stable, mais il est évident que quand une entreprise est dans une forme de chaos permanent, c'est très difficile d'envisager l'avenir et très difficile d'envisager finalement que ça puisse devenir une entreprise familiale. Donc, mettons-la de côté. Parfois, l'entreprise atteint une forme d'équilibre. C'est-à-dire que, vous savez, c'est ce moment où globalement, quand vous faites le budget de l'année prochaine, vous pouvez reprendre le budget de l'année dernière et globalement vous dire, bon ben, ça c'est à peu près garanti, et qu'est-ce qu'on va faire en plus? Donc c'est ce moment où vous avez finalement, je dirais, bâti les fondations et vous commencez à élever votre immeuble au-dessus des fondations. Vous ne savez pas si l'immeuble va faire un étage ou 30 étages, mais globalement, vous avez une entreprise, vous avez des collaborateurs, vous avez des clients, vous avez des fournisseurs, vous avez un écosystème dans lequel vous vous êtes intégré. Et à l'intérieur de cet écosystème, l'entreprise fonctionne raisonnablement, finalement, de façon ordonnée. Troisième cas, l'entreprise a un avenir visible qui paraît durable. Alors, petit mot de précaution, un avenir visible qui paraît durable, c'est toujours momentané. Mais néanmoins, on peut reconnaître, et nous on le voit dans les rencontres qu'on fait avec les entrepreneurs qu'on accompagne, mais aussi ceux qu'on n'accompagne pas et qu'on rencontre au fil de la vie, on s'aperçoit que parfois, il y a ce sentiment que pour un moment, on voit où on va, et on voit finalement que ça pourrait bien se passer. Eh bien, il se passe quelque chose de très intéressant à la rencontre
entre ces deux moments, le moment où vos enfants arrivent finalement à l'âge où ils vont choisir une orientation professionnelle, une première orientation professionnelle, et l'âge le moment où votre entreprise semble avoir un avenir visible et durable. Parce que à ce point de rencontre, vous avez à la fois, vous en tant qu'entrepreneur, la possibilité d'envisager de transmettre votre entreprise à quelqu'un. C'est parce qu'elle a un avenir visible et durable que vous pouvez vous poser la question de son éventuelle transmission. Mais c'est aussi le moment où vos enfants peuvent avoir envie de s'intégrer dans cette aventure entrepreneuriale. À ce point de rencontre, finalement assez rare, statistiquement, la plupart des entreprises n'arrivent pas, la plupart des entrepreneurs n'arrivent pas à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est assez mal documenté. Il se trouve que nous, on a eu la chance de croiser énormément d'entrepreneurs et donc qu'on a vu à plusieurs reprises ce moment se produire. Alors, évidemment, c'est le moment où vous allez vous poser la question, et si je transmettais? Et puis si vos enfants vous disent, papa, moi j'aime bien ce que tu fais finalement, maman, j'aime bien ce que tu fais, ce boulot, cette entreprise que tu as montée, ça m'intéresse, eh bien vous allez assez logiquement vous dire, finalement, pourquoi ne pas envisager une transmission à mes enfants? Ce qui en ferait un projet d'entreprise familiale, le sujet de cette série de chroniques. Il faut quand même dire que ce n'est pas la seule façon de transmettre son entreprise. On peut tout à fait la transmettre à ses collaborateurs, on peut tout à fait la transmettre à un autre entrepreneur qui va prendre la suite. Et donc, encore une fois, la notion de l'entreprise familiale au moment où elle débute, finalement, elle est incroyablement minoritaire. C'est un tout petit cas de figure qui se produit très rarement. Alors, en conclusion, j'aimerais vous rappeler que chaque entreprise familiale a démarré avec un fondateur comme vous. Quelqu'un qui n'a pas imaginé du tout faire une entreprise familiale. Il a juste créé ou acheté une entreprise. Il ignorait cette possibilité de transmission jusqu'à un moment que j'ai décrit tout à l'heure. Ce moment, vous le vivrez peut-être. C'est pas sûr. C'est même assez improbable statistiquement, mais peut-être que vous le vivrez avec les deux conditions que j'ai décrites tout à l'heure. Et parce que vous n'en savez rien là maintenant, pour la plupart d'entre vous, eh bien, nous pensons qu'il faut préserver cette possibilité en menant certaines actions, notamment quand vos enfants sont très jeunes. Parce que, voyez, si quand vous aurez, allez, prenons un cas un peu standard, 60 ans, que vos enfants en auront entre 25 et 35, vous commencez seulement à vous poser la question et à leur demander si éventuellement ça pourrait les intéresser, il est fort probable qu'ils auront déjà choisi d'autres voies, notamment parce que la vie d'entrepreneur vue de l'extérieur est particulièrement dure. Notamment parce que quand un enfant voit ses parents travailler beaucoup, il se dit finalement ils n'ont pas de temps pour moi, finalement ils n'ont pas de temps pour vivre, finalement c'est pas très intéressant d'être un entrepreneur. Et ils vont peut-être intuitivement choisir d'autres types de carrières, d'autres directions. Cependant, si vous les avez emmenés avec vous, visiter l'entreprise régulièrement, si vous leur avez fait faire, non pas le fameux stage de troisième, hein, qui est une bonne chose, mais qu'on peut passer à observer des organisations non entrepreneuriales, quand on est un adolescent, si vous les avez emmenés sur un chantier, dans une usine, si vous les avez fait suivre un projet de A à Z,
eh bien, vous leur avez montré une facette de ce métier d'entrepreneur qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne peuvent pas connaître si vous n'ouvrez pas la porte. Pour terminer cette première chronique, puisque nous parlerons assez logiquement de comment on va transmettre dès lors qu'on aura la rencontre entre un entrepreneur qui le souhaite et des enfants qui l'envisagent. Pour finir, je vous rappelle la devinette du début de la chronique, c'est-à-dire cette petite graine plus petite qu'un trombone. Qu'est-ce que ça peut devenir? Eh bien, mon arbre favori, je vous présente bien entendu le séquoia de Californie en l'occurrence. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais en bas de la photo de gauche, il y a une personne dans le petit cercle rose. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir cette personne sur votre écran. Eh bien, c'est à peu près à ça que ressemble une entreprise familiale par rapport à son fondateur. C'est-à-dire que, bien entendu, vous avez vu la graine, vous avez vu la petite pousse, vous avez vu l'arbuste, et peut-être que vous verrez jamais les 80 mètres de ces arbres majestueux que peuvent devenir les séquoias, ou vous verrez jamais, bien sûr, la 5e, 6e génération après vous de cette entreprise. Mais il y a en potentiel, et c'est là mon message, dans chaque entreprise, il y a en potentiel, effectivement, une entreprise multigénérationnelle. Alors, merci pour votre patience. Des questions. Alors, on me demande si c'est un grain de café. Non. C'est effectivement une graine de séquoia. Et pour partager quelque chose de personnel avec vous, j'ai ramené de Californie il y a quelques années une pousse de séquoia qui était grande comme ça. Et depuis, je m'occupe de cet arbre. Et je vois bien que il me survivra si j'arrive à le planter dans un endroit relativement vaste, puisque c'est cette idée que on peut aller effectivement au-delà de la graine, de l'arbuste, de la petite pousse, mais qu'on a tellement de mal à se projeter dans le futur que souvent on ne va pas mettre en œuvre les bonnes pratiques pour intéresser nos enfants à nos métiers. Si vous avez d'autres questions. Je pense, Patrick, que d'ici quelques centaines d'années, on comprendra difficilement comment un séquoia a pu arriver au milieu de la région parisienne. Alors il y en a déjà beaucoup, mais ils sont souvent effectivement maintenant dans des parcs qui ont été plantés il y a quelques décennies, voire plus longtemps. Mais c'est un arbre, il faut le savoir, qui s'acclimate très bien dans la région parisienne. Bon, Voilà, il y a même des après, graines, il on peut même semble qu'il y a acheter. une législation contre l'importation illégale de graines, mais Voilà, et c'est pour ça qu'on peut aller en acheter tout à fait légalement, notamment chez Nature et Découverte pour leur faire un peu de promo, mais aussi chez tout un tas de passionnés. Il y a dans la région nantaise un type délicieux que vous trouverez comme moi en faisant quelques recherches sur les séquoias sur Internet et qui vend des petites pousses ou des grandes pousses pour essayer de vous faciliter la vie. merci beaucoup, Patrick.